l'assistant Élie Michel et auditeur de la faculté de sciences économiques et de gestion. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du cours de technique fiscale. Technique fiscale qui est un cours hyper important pour les gens de finances publiques, les gens de recettes publiques. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir à la leçon d'aujourd'hui pour aller droit au but? Je vais devoir donner la synthèse de ces cours. Premièrement, il faudra savoir ce que c'est la fiscalité. Et secondement, c'est quoi l'impôt? Quelles sont les différentes méthodes de l'évaluation de la matière imposable, qui est aussi très important, mais également le rôle et objectif de l'impôt. Pourquoi pas citer les principes de l'impôt, aussi les éléments constitutifs de l'impôt, et enfin, c'est la catégorisation des impôts, les sortes des impôts. Alors, sans plus tarder, je commence par définir la fiscalité. La fiscalité qui est l'ensemble de lois et règlements qui s'appliquent au paiement de l'impôt. Et l'impôt a été défini dans le temps par Gaston Gès comme étant un moyen. Disons, s'il faudra répéter ce que l'auteur avait défini, il a défini l'impôt comme étant un moyen pécuniaire à titre d'autorité qui se perçoit par le voie légale sans contrepartie directe en vue de la couverture des charges publiques. Là, il s'agissait de la définition étymologique de Gaston Gès, mais au niveau de l'évolution de la science, cette définition a évolué. Nous avons connu les deux scientifiques modernes qui ont également défini l'impôt, Mel et Beltram, et ils définissent l'impôt comme étant un moyen pécuniaire par la voie de l'autorité à titre définitif, sans contrepartie visible. Mais ces deux auteurs ajoutent deux éléments importants, qui est les personnes physiques et morales. Parce que lorsque Gaston Gès a défini l'impôt, il s'est arrêté au niveau de la personne physique. Cependant, quand Mel et Beltram, les auteurs modernes, ont essayé de voir que l'impôt n'est pas seulement payé par les individus, mais également les entreprises. Mel et Beltram ont ajouté un autre élément hyper important, qui est la personne morale. Ce qui fait deux choses à ce niveau-là. Donc, l'impôt qui est un moyen pécuniaire par la voie de l'autorité, à titre définitif, sans contrepartie directe, mais qui est supporté par les personnes physiques et morales en vue de la couverture de la charge publique, mais également en vue de la réalisation, si nécessaire, des faits économiques et sociaux. Là, il s'agissait de deux auteurs modernes, Mel et Beltram, qui ont défini l'impôt de cette façon-là. Mais également, lorsque nous épirons les définitions, la définition de l'impôt et de la fiscalité, nous passons directement au niveau des principes. Parce qu'il y a un auteur qui dit l'affaire dit trop d'impôt dit l'impôt. Et un autre scientifique de renom également a dit
Sans impôt, il n'y a pas l'État. Pourquoi? Parce que l'impôt est un moyen de financement de l'État. Et c'est d'ailleurs parmi les moyens prépondérants que l'État utilise pour avoir les revenus. Et nous, en fiscalité, nous définissons l'impôt comme... Non, nous définissons, comment dirais-je, la richesse comme un enrichissement. L'impôt frappe tout enrichissement. Tout enrichissement. Et l'affaire a ajouté en disant que quand il n'y a pas d'impôt et quand on frappe trop d'impôts, on tire l'impôt. Mais également, nous, à notre niveau, nous avons aussi réfléchi que sans impôt, il n'y a pas État. Et donc, il y a des principes. Le premier principe en fiscalité, ou dans ces cours de droit fiscal, c'est le principe de la justice. Il y a la justice. Pourquoi la justice? Parce que toute personne est censée payer l'impôt. Et quand on fixe un montant, ce montant doit être payé équitablement pour tout le monde. C'est ça la justice au niveau de l'impôt. En dehors de ces principes-là de la justice, nous avons le principe d'économie. L'économie, pourquoi? Parce que l'impôt est un moyen de financement à toutes les actions que mène le gouvernement ou un gouvernement. Le gouvernement a ce qu'on appelle, ou l'État a ce qu'on appelle ses missions régaliennes. Mais ces missions régaliennes, pour être atteintes, il faut des revenus. Et où trouve-t-on ces revenus-là? Il faut les mobiliser. Et quel est le moyen primordial pour trouver ces revenus-là? Il s'agit de l'impôt. Et parmi les impôts, nous en avons plusieurs. Mais avant d'entrer dans les types d'impôts, je dois d'abord épirer avec les principes. Nous avons ce qu'on appelle les principes, après les principes d'économie, nous avons ce qu'on appelle les principes de commodité. Les principes de commodité, il s'agit ici de la date. Lorsque vous fixez une date à laquelle les contribuables doivent payer l'impôt, mais cette date-là doit être respectée. Et l'échéance, la date ou l'échéance, ça doit être respecté. Quand vous dites que c'est le 17, ça doit être le 17. L'administration fiscale ne peut pas se prévaloir comme elle est amabilité de percevoir l'impôt, de prendre ou soit de mobiliser, ou encore les termes qu'on utilise, les termes techniques qu'on utilise, c'est collecter. Collecter cet impôt avant la date prévue, avant l'échéance prévue. On perçoit cet impôt-là à la date et à l'échéance prévue. Mais également là-bas, il y a le montant. Le montant doit être commode. Si la loi a été fixée par le législateur, un montant qui devrait être payé à 17 000 francs par exemple, ou à 3% par exemple, cela doit être observé. Là, il s'agit du principe de commodité. En dehors de ce principe, il y a le dernier principe qu'on appelle l'exactitude ou la certitude. Ce principe de certitude vient se joindre au principe précédent que je viens de citer, la commodité. Là, il s'agit du montant. Lorsque, je prends l'exemple d'un impôt, quel est l'impôt que je peux prendre ici? L'impôt sur les revenus locatifs. Cet impôt a un taux de 22%.
Alors, ces 22% est perçu sur le loyer. Il ne faut pas que lorsque l'échéance est là, au lieu que le contribuable paye ces 22% là, il se retrouve devant une cacophonie engendrée par l'administration fiscale qui lui dit « Oh non, ce n'était pas 22%, c'était 10%, d'une part 10%, d'autre part 15%, d'autre part 22%. » Là, il n'y a pas exactitude. Alors, à ce niveau-là, il doit y avoir l'exactitude. Et là, il s'agit du principe qu'on appelle le principe d'exactitude. Mais en dehors de cela, nous avons ce qu'on appelle les différentes méthodes de l'évaluation de la matière imposable. Parce que l'impôt, pour être évalué, il y a différentes méthodes qu'on utilise. Où je dois directement citer la première méthode qui est la méthode indiciaire. La méthode indiciaire. Cette méthode consiste à évaluer la quantité de la matière imposable en se référant à des signes extérieurs des richesses qu'affiche le contribuable. Mais il est à souligner que cette méthode n'est pas appliquée en République démocratique du Congo. C'est une méthode qui est appliquée en France et ailleurs. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'indice. Nous arrivons, nous trouvons que tu as acheté des avions. Dès qu'on regarde, on voit l'avion. L'avion, c'est un indice. Et sur base de cet indice-là, on peut évaluer comment t'imposer. On peut évaluer comment t'imposer. Pour nous, juste l'avion qu'on vient de voir, que tu viens d'acheter, est un indice qui nous pousse également à t'imposer ou qui nous pousse à te dire que tu dois être soumis à une imposition. Toutefois, il est à noter que l'impôt est un élément de la citoyenneté. L'impôt est un élément de la citoyenneté. Le deuxième ou la deuxième méthode, c'est la méthode forfaitaire. Cette méthode consiste à déterminer la matière imposable ou les charges déductibles des matières forfaitaires, soit avec l'accord du contribuable, soit sans accord. Cette méthode forfaitaire est appliquée en République démocratique du Congo pour des entreprises ou des entités qui ne tiennent pas la comptabilité. Ils sont dans cette catégorie ou dans cette méthode de forfait. Parce qu'il est à ne pas oublier qu'en fiscalité, la fiscalité marche de pair avec la comptabilité, où nous disons que la fiscalité a pour objectif de suivre tout enrichissement, de frapper tout enrichissement, mais la comptabilité ne suit que l'exactitude de la comptabilité ou de tout ce que vous avez eu à poser comme acte commercial. La comptabilité vient pour voir l'exactitude de la transparence des écritures. Alors, après cette méthode forfaitaire, nous avons la méthode qu'on appelle la déclaration contrôlée. Elle consiste à exiger du contribuable le dépôt d'une déclaration comportant d'indications des éléments nécessaires à l'assiette de l'impôt et l'administration pour stimuler la sincérité du contribuable et vérifier grâce aux moyens de recouvrement et le droit de communication exercé auprès des clients, des fournisseurs, les informations fournies par les contribuables. La déclaration contrôlée, c'est une méthode appliquée également en République démocratique du Congo,
Lorsque vous êtes devant l'administration fiscale possède à deux contrôles. Il y a le contrôle sur pièce et le contrôle sur place. Quand un contribuable arrive devant l'administration fiscale, il vient pour faire ses déclarations. Le fait d'arriver devant l'administration fiscale et que la personne exprime ce qu'il exerce comme activité et les chiffres d'affaires qu'il réalise chaque journée, cette façon de procéder, ça s'appelle le contrôle sur place. Donc les contrôles sur pièce. Maintenant, l'administration fiscale à son tour sera dans l'obligation de descendre sur le terrain afin de se rassurer si ce qui a été déclaré au niveau de l'administration et ce qui est sur le terrain est réellement la même chose. Là, il s'agit de la déclaration contrôle. Et au niveau de l'administration fiscale, il y a ces deux techniques ou ces deux méthodes que l'administration fiscale exerce. Le contrôle sur pièce et le contrôle sur pièce. Il y a le contrôle sur pièce et le contrôle sur place. Et enfin, nous avons l'imposition d'office par l'administration fiscale. C'est le droit que détient le fisc à l'égard des contribuables de mauvaise foi, ne déclarant pas les revenus ou ne répondant pas à des demandes de supplément d'information, à établir lui-même la matière imposable à partir des éléments à sa disposition ou des signes extérieurs de recherche affichés par le contribuable. L'imposition d'office. Ici, c'est quand on accorde toutes les mesures possibles. Parce que il est à signaler ici que au niveau du recouvrement, nous avons des méthodes également là-bas. Il y a le recouvrement à l'amiable et le recouvrement forcé. Dès lors qu'on constate que dans les chefs du contribuable, il n'y a pas cette bonne volonté de respecter l'échéance, même de respecter les mesures de grâce. Il y a des mesures de grâce qu'on accorde au niveau de l'administration fiscale. S'il n'y a pas cette bonne volonté de répondre à toutes ces mesures-là, l'administration fiscale est obligée de passer à ce qu'on appelle l'imposition d'office. Mais également en dehors des méthodes, nous avons les éléments constitutifs de l'impôt. L'impôt a ces éléments qui le constituent, les éléments constitutifs de l'impôt. Les éléments constitutifs de l'impôt, nous avons la matière imposable. La matière imposable qui est la quantité de la matière prise en considération sur laquelle on calcule l'impôt. Là, il s'agit de la matière imposable. En dehors de la matière imposable, nous avons ce qu'on appelle l'effet générateur. L'effet générateur, c'est l'élément économique qui donne naissance à l'impôt. En dehors du fait générateur, nous avons ce qu'on appelle la base imposable. La base imposable, c'est les montants nets sur lesquels s'applique le taux de l'impôt. Les nets comptables, en d'autres termes, la base imposable, c'est les nets comptables sur lesquels, ou les taux, sur lesquels les taux s'appliquent. En dehors de cela, nous avons le redevable. Le redevable, c'est qui? C'est la personne qui supporte l'impôt. On l'appelle redevable, tout comme contribuable. Mais il y a une nuance à ce niveau-là. En matière de l'impôt professionnel sur les revenus, impôt professionnel sur les revenus, hyper en sigle, à ce niveau-là, nous avons celui qu'on appelle les redevables réels et les redevables légaux. Les redevables réels, c'est la personne qui supporte l'impôt. Et les redevables légaux pour les comptes du trésor public.
il n'est pas celui qui supporte, mais il collecte simplement l'impôt pour les comptes de l'administration fiscale. Voilà un tout petit peu les les éléments constitutifs de l'impôt. Mais je vais chuter par les différents types de l'impôt. Je vais directement à l'essentiel. Nous avons des types d'impôts. Nous avons l'impôt direct et les impôts indirects. Dans les impôts directs, nous avons encore des subdivisions. Nous avons les impôts réels et les impôts cédulaires. Dans les impôts réels, nous avons plusieurs types d'impôts là-dedans. Pourquoi réels? Et réels parce que ce sont des impôts qui sont permanents. Et réels parce que ce sont des impôts qui sont permanents. C'est pourquoi c'est réel. Cédulaire parce que ce sont des impôts qui se payent par catégorie. Les impôts cédulaires sont des impôts qui se payent par catégorie. Et je souligne encore en disant que les impôts réels, ce sont des impôts quand on les paye. Ce sont des impôts quand on les paye, ça ne tient pas compte de la capacité contributive ou de la capacité financière de quelqu'un. Tandis que les impôts cédulaires tiennent compte de la capacité financière de chaque contribuable. Je vous donne l'exemple. Dans l'impôt réel, nous avons l'impôt sur les véhicules. Lorsque vous avez votre véhicule et que l'État vient pour vous imposer, l'État n'a pas besoin de savoir combien d'enfants avez-vous. Il n'a pas besoin de connaître les différentes charges que vous engagez. Maintenant, lorsque vous travaillez dans une entreprise et qu'on vous soutire ce qu'on appelle l'IPR, il y a ce qu'on appelle les indemnités de logement, il y a ce qu'on appelle les indemnités de transport. Et à ce niveau-là, on est obligé de savoir combien d'enfants avez-vous. Là, il s'agit de l'IPR, en matière de l'IPR, qui est un impôt cédulaire sur les revenus, qui tient compte de la capacité contributive des contribuables. Et en matière de l'IPR est payé par catégorie, par tranche. Il y a un barème salarial. Et c'est sur base de ces barèmes-là que les gens payent cet IPR. Que les gens payent ces IPR. Alors, et à ce niveau-là, il y a différents taux. Il y a le taux, il y a 3%, il y a 15%, il y a 30%, ainsi de suite. Cela prouve que les gens payent cet impôt par catégorie. Là, j'étais en train d'expliquer les deux types d'impôts, mais dans le premier type, impôt direct, nous avons également des sous-types à l'intérieur, l'impôt réel, les impôts réels et les impôts cédulaires. Alors, dès que je quitte là-bas, je viens au niveau des impôts indirects. Comme vous entendez les impôts indirects, les impôts indirects, à ce niveau-là, nous avons la DGDA. Nous avons la DGDA. La DGDA qui perçoit les droits de douane, les droits d'assises et la TVA à l'importation. Et la TVA à l'importation. Tout ceci forme ce qu'on appelle les ressources fiscales ou les recettes fiscales. Mais en dehors de ces recettes fiscales, nous avons ce qu'on appelle les recettes non fiscales. Et dans les recettes non fiscales, j'ai toujours dit à mes étudiants que dès lors que vous entendez parler des recettes non fiscales, pensez directement à la DGRAD. Parce que les recettes non fiscales, ce sont des droits
des droits qu'on perçoit pour un service rendu. Et regardez des GERAD qui signifie Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales et des Participations Judiciaires. Ce ne sont que des droits. Je prends l'exemple de droits administratifs. Je vais voyager pour le Congo central. Payer le droit de péage. Je paye le droit de péage que quand je voyage. Mais si je ne voyage pas, je ne paye pas ces droits-là. Et je paye ces droits-là pour un service qu'on vient de me rendre. Un autre exemple de droit judiciaire, qu'on appelle en d'autres termes les recettes judiciaires. Mais si je ne suis pas en procès au tribunal, je ne paierai pas ces droits-là. Il n'y a pas moyen que je puisse payer ces droits-là. On ne paye ces droits-là que quand il y a un service rendu. Et la différence entre les recettes fiscales et les recettes non fiscales, ici, au niveau des recettes fiscales, il y a l'imposition. Tandis que dans les recettes non fiscales, il n'y a pas d'imposition. Là, on ne paye que dès lors qu'on a reçu un service. On paye toujours au moment où il y a un service rendu. Et en dehors de ces ressources, il y a une autre ressource qu'on appelle la parafiscalité. La parafiscalité, ce sont des recettes intermédiaires. La parafiscalité sont des recettes intermédiaires entre les recettes fiscales et les recettes non fiscales. L'intermédiaire, c'est ça la parafiscalité, ou les recettes parafiscales. Dans les recettes parafiscales, je peux donner un exemple. GOPAS. GOPAS, c'est une recette parafiscale. Cette recette-là est parafiscale, pourquoi? Parce que cette recette n'entre pas dans le budget de l'État, mais ça rentre dans un organisme quelconque. Et à retenir aussi à ce niveau-là, les recettes fiscales et les recettes non fiscales rentrent au budget de l'État, tandis que les recettes non parafiscales n'entrent pas au budget, mais ça rentre dans un organisme quelconque. Je prends l'exemple des cotisations CNSS, c'est pour les comptes d'un organisme quelconque. Mais en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle les lex, mais également les dons. Les lex, ce sont des droits ou des dons par écrit. Ce sont des dons par écrit. Ça peut être un chèque, ça s'appelle lex, et des dons qu'on donne. Et tout ce que je viens de citer là forme ce qu'on appelle les finances publiques. Mais il y a une matière qu'on ajoute à cela, c'est la matière du budget. Dès lors qu'on ajoute la matière du budget, nous quittons ce qu'on appelle les techniques fiscales, nous entrons dans les finances publiques. Alors pour aujourd'hui, nous avions souhaité parler sur les techniques fiscales. Quelles sont les techniques fiscales? Les techniques fiscales venaient d'être données d'une manière plus brève, et ces techniques fiscales nous donnent directement l'accès à rentrer dans le cours prochain qui sera les finances publiques. Alors, je dis et je vous remercie.